Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs modifications ont eu lieu au Code de la sécurité routière, surtout en 2008. Alors, pour nous en parler, je reçois l'agente de communication à la Sûreté du Québec, Mme Marie-Josée Ouellette. Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Puis, c'est plaisant et on s'en fait parler beaucoup aussi parce que il y a des choses, des fois, qu'on va parler comme cellulaire au volant. On va parler de vitesse excessive. On va parler de beaucoup de choses. Les gens, des fois, n'ont pas le temps de lire sur les journaux qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que j'ai droit, qu'est-ce que je n'ai pas droit, etc. Alors, à ce moment-là, on les renseigne. Puis, les gens apprécient beaucoup votre présence à cette émission-là. Je m'en suis fait parler beaucoup. C'est l'occasion de discuter oui, puis de exactement. voir ensemble Puis, les points. on a une personne qui est au courant de ces lois-là, donc les informations sont justes et précises. Alors, on va continuer à vous inviter parce qu'on va renseigner les gens. Alors, Marie-Josée, cellulaire au volant. Bon, depuis le 1er juillet 2008, on n'a plus le droit de se promener avec un cellulaire à l'oreille. On en voit encore, malheureusement. On en voit quand même beaucoup encore. Moi, j'en vois. Puis, on a droit là, à l'oreillette. C'est quoi cette loi-là? Et là, pourquoi? Est-ce qu'on se déconcentre? C'est une source de distraction. Okay. Ça a été prouvé que ça dérange le conducteur, puis ça peut faire en sorte qu'on cause des accidents à cause du cellulaire, parce que notre attention est tournée vers d'autres choses. Okay. Vous parliez que le fait d'avoir le cellulaire à l'oreille, mais le seul fait d'avoir le cellulaire en main, pas nécessairement porté à l'oreille, on est présumé faire usage du téléphone. Donc, même si on n'a pas de communication au bout du fil et qu'on porte le cellulaire à l'oreille, on est présumé s'en servir. Okay. Donc, là, on peut avoir un constat d'infraction. Okay. La manière d'utiliser le cellulaire, c'est de porter l'oreillette. Et ça aussi, ça constitue une source de distraction. Il faut être prudent, de ne pas avoir des conversations trop émotionnelles, mais c'est une source de distraction aussi. Parce que ce soit, je pense que vous allez être d'accord avec moi, Marie-Josée, que ce soit le cellulaire, l'oreillette, ou le OnStar, qu'aujourd'hui, les autos sont munis de OnStar. On tient les deux mains sur le volant, puis on s'en va, puis on parle. Si on reçoit une très mauvaise nouvelle, que ce soit n'importe quel des trois, on a un choc émotif. Oui. C'est là où ça devient une distraction qui est importante. Mais toutes les distractions, il faut faire attention. On a une responsabilité comme conducteur de donner notre attention sur la route. Mm-hmm. C'est quand même des voitures qu'on a aujourd'hui qui vont à une vitesse considérable. Oui. Et il s'agit d'une seconde de distraction pour commettre un accident. La personne qui est prise en flagrant délit, je sais qu'au début, parce que c'est quand même depuis le mois d'avril 2008 oui. que la loi est en vigueur, on vous avait donné jusqu'au 1er juillet, c'était des constats tout simplement, regarde, tu n'auras pas le droit. Les avertissements. C'est ça, on avertit les gens. À partir du 1er juillet, les infractions, on fait un billet d'infraction. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de constats d'infractions? On parle de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis le 1er juillet dernier, 115 constats d'infraction ont été émis pour avoir conduit avec le cellulaire en main. C'est dur de comparer parce que la loi n'existait pas avant. Okay. L'année prochaine, on sera peut-être en mesure oui. de comparer, mais oui, il y a encore du travail à faire. C'est un peu comme la ceinture. Il y en a qui respectent cette loi-là, puis d'autres la respectent pas. Il y a une chose, Marie-Josée, c'est que parce qu'il y a des gens qui pensent, peut-être à tort ou à raison, vous allez nous le dire, j'arrête sur le bord du chemin, je suis en route entre La Serre et Macamic ou Macamic-Rouyn, j'arrête sur le bord du chemin, je prends mon cellulaire et je parle. Est-ce que je suis en infraction? Non. Si l'endroit où on se stationne est légal, à ce moment-là, vous n'êtes pas en infraction si la voiture est immobilisée. Quand on parle de légal, on veut dire quoi? Bien, on parle sur le côté d'une route en Abitibi, c'est pas un problème d'être stationné là. Par contre, si on parle d'une autoroute, on n'a pas le droit d'être stationné sur le rebord d'une autoroute. Ou si on se stationne à un endroit qui est interdit, qui est un stationnement pour autobus, qui est un... OK. Peu importe l'endroit, lorsqu'il y a un stationnement interdit, vous êtes en infraction. C'est ça. Et deuxièmement, parce que moi, on m'avait laissé sous-entendre que
quand une route numérotée, on n'avait pas le droit de se coller à côté et de se servir de son cellulaire. OK. Ce n'est pas le cas. Si on est immobilisé sécuritairement, c'est correct. OK. C'est ça que je voulais absolument aussi. Sauf sur un feu rouge. Ça, c'est une autre question aussi qu'on s'est fait poser. Si on est immobilisé dans le trafic, s'il y a un bouchon de circulation, si on est sur une lumière rouge, à ce moment-là, on est considéré comme étant le responsable du véhicule. Ce qui veut dire, Marie-Josée, on est sur l'autoroute 15, bon, il y a un bouchon terrible, peu importe quoi, on est à 3 voies, puis là, on s'en va vers une voie seulement parce qu'il y a un accident ou peu importe. On est arrêté, on n'a pas plus le droit là. C'est ça. Non plus, même si la circulation est arrêtée, parce qu'on est sur le chemin. OK. Ça, c'est parce que on m'a demandé de vous poser cette question-là, parce que les gens souvent disaient, oui, mais je suis arrêté, là, puis je suis là, puis je peux pas avancer, peu importe pourquoi, je peux le prendre, celui-là. Ben que vous donnez la réponse. Puis l'infraction, c'est 80 plus les frais. Les frais, c'est 25 les frais administratifs, plus une contribution de 10 donc ça fait 115 et 3 points d'inaptitude. Il y a 3 points d'inaptitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Marie-Josée, que les gens très souvent vont dire, bah, l'amende, on s'en fout un peu, on la paye, mais lorsque l'on touche au point de démérite, c'est là, je pense que ça fait mal. Il y en a pour qui c'est les points, il y en a pour qui c'est l'argent. Il y en a pour qui c'est l'argent, OK. Alors, pour le cellulaire au volant, là, les explications sont données. Vitesse excessive maintenant. Marie-Josée, si on parlait de vitesse excessive, parce que depuis le 7 décembre, les sanctions sont plus sévères, je pense. Oui, c'est les grands excès de vitesse. Quand on parle d'un grand excès de vitesse, là, c'est dans une zone de 60 km ou moins, c'est 40 km ou plus de la limite permise. Donc, si on roule 90 dans une zone de 50, ça devient une grande vitesse. Un grand excès de vitesse. Un grand excès de vitesse, OK. Et ça change aussi pour les zones de 60 à 90. Là, on parle de 50 km/h ou plus. Donc, ça, on est pris à rouler 140 dans une zone de 90. Et pour une zone de 100, pour les autoroutes, c'est 60 km ou plus. Ça, on parle surtout d'autoroutes. Oui, pour les limites de 100, c'est surtout les autoroutes. OK. Alors, les infractions sont quoi? Les amendes sont doublées. En partant, les amendes sont doublées pour un grand excès de vitesse. Les points d'inaptitude aussi sont doublés. Donc, si on veut, je peux vous donner des exemples. Là, j'en ai un dans une zone de 100 km/h. On roule 170 dans une zone de 100. Avant, l'amende aurait été de 435 et 7 points d'inaptitude. Et depuis que cette loi-là est en vigueur, elle est de 870 l'amende et 14 points. Donc, tout a doublé. Mais ça se termine pas là. Parce que les grands excès de vitesse, on va dire qu'il y a plusieurs conséquences. L'amende est doublée, les points d'inaptitude sont doublés. On peut, le permis de conduire va être suspendu 7 jours pour le premier grand excès de vitesse. Et pour le deuxième grand excès de vitesse, ça serait suspendu 30 jours. Et quand on parle de récidivistes, de gens qui vont être pris plusieurs fois, ça, c'est gardé pendant 10 ans dans notre banque à nous. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, avant, il n'y avait pas... ils ne comptabilisaient pas les grands excès de vitesse, ça n'existait pas, mais là, c'est gardé pendant 10 ans. Et si la personne est prise à récidiver encore, à partir de la 3e, il pourrait avoir la saisie du véhicule également. Donc, ça commence à avoir des impacts qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus loin que juste un constat d'infraction et des points d'inaptitude. La suspension de permis de conduire 7 jours et la saisie du véhicule qui est possible pour l'avenir. Ça, c'est entré en vigueur le 7 décembre dernier, si ma mémoire est fidèle. C'est depuis le 1er avril 2008, les grands excès de vitesse. En même temps que la loi sur le cellulaire. Est-ce que... Parce que... vos confrères qui font beaucoup de patrouilles, est-ce que vous en parlez? Est-ce que ça a vraiment diminué les excès de vitesse? Entre nous, on se dit que oui, il y a un impact. Oui, Oui, il y a un impact. Sauf que il y a quand même, depuis l'entrée en vigueur des grands excès de vitesse, un petit peu plus que 260 constats qui ont été émis pour l'Abitibi pour des grands excès de vitesse. Donc, encore là, l'année prochaine, on sera en mesure de comparer. Ça va être agréable de voir quel impact la loi a. C'est sûr que nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y en ait plus de grands excès de vitesse parce que la vitesse est une des causes premières des accidents. Vitesse et alcool? Oui, vitesse, alcool, distraction.
L'alcool aussi est un des facteurs. Puis vous parlez du 6 décembre ou 7 décembre plutôt. C'est les nouvelles dispositions. Les grands excès de vitesse, c'est depuis le 1er avril. Et en décembre, il y a eu des ajouts, entre autres suspension de permis de conduire et saisie du véhicule. Quand vous recevez ça, moi je parle juste en général, là, quand ces lois-là sont changées, on vous instruit sur ça, c'est sûr. Quels sont les... Comment vous réagissez? Moi, je parle là du policier, là. Il se dit, Moses, ça, c'est correct. Ben non, ça ne changera pas beaucoup. C'est quoi, dans vos optiques, quand vous recevez une nouvelle loi? Ben, c'est de l'appliquer puis de la comprendre comme il faut. Donc, il y a des formations qui sont données à nos policiers pour les mettre à jour sur ça. Puis, la loi est changée constamment. Là, on a l'impression qu'elle change beaucoup plus dernièrement. Peut-être qu'il y a eu plus de changements, mais régulièrement, il y a des changements au Code de sécurité routière, parce que ça, c'est le Code de sécurité routière qui a été changé. Là, Marie-Josée, on va aller avec l'alcool au volant. L'alcool au volant, il y en a encore, malheureusement, beaucoup trop. Faculté affaiblie. Quand on parle d'alcool au volant aussi, on peut inclure drogue. Pour l'instant, c'est capacité, alcool au volant avec un résultat au-delà de 80 mg, mais il y a faculté affaiblie, où est-ce que là, on peut faire enquête et réussir à prouver que la personne était intoxiquée par la drogue, mais c'est à venir pour... Bon. La première infraction, on parle d'un permis suspendu de 90 jours et non 30. Oui. Est-ce que c'est nouveau? Ça, c'est nouveau aussi. On parle avant, c'était 30 jours pour la suspension de permis de conduire et maintenant 90 jours. Ça, c'est quand les deux résultats qu'on a sont supérieurs à 0,08. OK. Puis on parle d'un taux supérieur à 160 mg par 100 ml, soit 0,16 au lieu du 0,08, soit le double à ce moment-là. Véhicule saisi? Oui, saisi du véhicule pour 30 jours. Je vais vous poser une question de même. Une personne là, qui se fait prendre comme ça, se fait saisir son véhicule. Bon, la personne demeure en Abitibi, mais bon, il se fait arrêter à Sainte-Agathe, disons. Son véhicule va être 30 jours dans une fourrière à Sainte-Agathe. Et il y a des frais qui sont rattachés à ça. Il y a les frais de remorquage et les frais de remisage qui vont être un montant par jour. À ce moment-là, disons que, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais je vais me prendre comme exemple, OK? Bon, ça m'arrive à moi, OK? Je suis là, je suis à Sainte-Agathe, bon, je demeure à Macamic, et on saisit mon véhicule, mais là, on me laisse là. Une fois que vous allez avoir eu vos résultats de l'alcotest, on va vous demander si vous avez un endroit où aller, puis vous allez devoir vous organiser par vos propres moyens pour soit vous procurer un transport. Vous ne viendrez pas me conduire à Macamic, là. Non, pas du tout. Bien s'entendre. Non, puis même à partir d'une municipalité qui peut être plus près, souvent le transport n'est pas fait par la police non plus. À quelques occasions, ça peut être fait, là, mais soyons donc, à ce moment-là, agents. Ça va être, je pense qu'on se complique pas mal moins à ce moment-là, puis on est plus sûr sur le volant. Il y a une chose, on va terminer sur l'alcool au volant. Il y a une chose, une personne qui refuse de passer l'alcotest. Qu'est-ce qui se produit? Il y a le véhicule est saisi 30 jours. Ah, OK. Et la suspension du permis de conduire est de 90 jours au même titre que s'il y avait eu un résultat supérieur à 0,08. Donc, automatiquement, la personne refuse, elle est coupable. C'est pas qu'elle est coupable, c'est des sanctions de quoi on parle, c'est des sanctions au Code de sécurité routière. Okay. Ça, c'est vraiment le Code de sécurité routière qui saisit le véhicule ou qui suspend le permis de conduire. Okay. Après ça, il va y avoir le procès. Et là, ça va être des accusations criminelles. Si on dit la personne est coupable, elle est présumée innocente jusqu'à son procès pour le criminel. Je pense qu'il y a une chose dans ça aussi qui est excessivement importante, c'est le fameux dossier criminel. Oui. C'est un casier criminel. Ça bloque beaucoup de personnes qui pourraient... Ça a un impact au niveau des voyages, la vie privée, le travail, l'avenir, notre avenir, tout dépendant de nos projets. On ne boit pas. C'est aussi simple que ça. Puis il y a tellement d'opportunités. Bien, il y a ça. Puis il y a le conducteur désigné. Quand c'est les fêtes, il y a Opération Nez Rouge. Il y a tellement de... Aujourd'hui, est-ce que vous sentez dans la population que les gens sont plus responsables
En ce sens que, est-ce que vous sentez que les gens, parce qu'on voit des barrages routiers, que ce soit ici ou surtout durant le temps des fêtes, on en voit beaucoup. Bon, on bloque le pont Jacques-Cartier, etc. Puis c'est peut-être 2 ou 3 sur des centaines, même centaines et des centaines. Ça veut dire que les gens commencent à être sensibilisés à ça? Les gens commencent à être sensibilisés, mais il y a beaucoup de travail à faire parce que les statistiques ne nous démontrent pas qu'il y a une diminution considérable. Il y a des barrages routiers qui sont faits à l'année, pas juste dans le temps des fêtes. On peut faire des barrages routiers n'importe quelle journée de l'année ou n'importe quelle heure du jour, mais il y a encore du travail à faire. On va aller, Marie-Josée, si vous me permettez, avec les pneus d'hiver obligatoires. Bon, les pneus d'hiver obligatoires, c'est vrai qu'on est rendu au mois de février, mais quand même, bon. Ici, en région, est-ce que il ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes parce qu'on est une région nordique ici. Donc, les gens, peut-être à 90% avant cette loi-là, avaient des pneus d'hiver en dessous de leur auto. Est-ce que vous avez vu un changement ou bien non? Bien, curieusement, moi aussi, j'avais le sentiment que les gens avaient tous des pneus d'hiver, mais depuis l'entrée en vigueur, on a quand même émis 5 constats d'infraction pour l'Abitibi. Ah oui? On a fait des barrages dans lesquels on vérifiait l'état des pneus, l'état du véhicule, le port de la ceinture de sécurité, et on a encore trouvé des gens qui n'en avaient pas des pneus d'hiver. C'est sûr que c'est une des choses qui peut aider pour la conduite hivernale, mais en plus des pneus d'hiver, il ne faut pas oublier d'adapter sa conduite parce que... Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. On peut avoir un bon véhicule, des bons équipements, des bons pneus, mais si notre conduite est inadéquate, ça risque qu'on est la personne responsable de notre Les conduite. dates qu'on est obligé d'avoir des pneus d'hiver sur notre auto, c'est quoi? Du 15 décembre au 15 avril. Ça, c'est obligatoire. Si on n'en a pas, on est en infraction. Oui. Maintenant, on sait qu'il y a un projet qui s'en vient, un projet de loi, oui, qui va être amendé. Cette loi-là pourrait être amendée pour du 15 novembre au 15 mars. Ça reste à voir. Mais est-ce que dans votre optique à la Sûreté du Québec, ce serait mieux? Parce qu'en novembre, on a quand même de la neige en Abitibi, là. Bien, c'est sûr que je ne peux pas m'avancer sur une opinion. C'est sûr que le 15 novembre, en Abitibi, on a déjà des bonnes tempêtes et les conditions de la route sont Je pense que tout conducteur responsable, au début novembre, devrait en principe faire poser ses pneus d'hiver, normalement. Oui. On devrait, entre les cas. Les amendes à ça, ceux qui n'ont pas de pneus d'hiver, quelles sont les amendes? C'est 200 $ plus les frais, 64 $ et il n'y a pas de point d'inaptitude. Fait en tout, ça coûte 274 $, mais les points d'inaptitude, on ne touche pas à ça. C'est ça. Ceux qui quittent pour le Sud, je sais qu'il y a quelque chose. Il faut qu'ils fassent des démarches. Ils sont mieux d'aller sur le site de la Société d'assurance automobile pour faire les démarches. Moi, il y a une chose qui reste peu de temps, mais les fameuses légendes urbaines. Entre autres, il y en a une qui a épeuré beaucoup de personnes. Je pense que c'était sur Internet que ça a sorti, qui disait qu'on pouvait rencontrer la nuit une automobile qui n'avait pas les phares allumés parce qu'il fallait qu'il fasse ça pour rentrer dans un groupe, etc. On n'ira pas plus loin que ça, là. Mais ça s'est avéré une légende urbaine. Comment on fait pour vérifier, Marie-Josée? Bien, en partant, une légende urbaine, si on la définit, c'est une histoire qui est loufoque. Qui est parti d'un fait peut-être divers, qui n'est pas contemporain. Et du bouche à oreille, l'histoire s'amplifie. Elle peut nous sembler réelle, elle peut nous sembler fondée. Par contre, il y a un minimum qu'on peut faire sur Internet. Avant de l'envoyer à tous nos contacts, puis de profiter de faire partager ça, il y a des vérifications qu'on peut faire sur Internet pour commencer, et sur le site de la Sûreté du Québec au sq.gouv.qc.ca, il y a une section « Légendes urbaines ». Et dans toutes les histoires, on en a plusieurs de répertoriés. Ils ont été vérifiés, enquêtés, et ça s'est avéré. Et on invite les gens à aller voir. Moi, j'y ai été, puis on invite les gens à aller voir. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Alors, c'est www.sq.gouv.qc.ca. Allez voir, puis je pense que ça va répondre à vos questions aussi, sur ceux qui vont aller dedans. Marie-Josée, le sonar latéral. Qu'est-ce que le sonar latéral? Vous vous en êtes servi l'automne dernier. Oui, on s'en est servi au lac, au Passatica. Oui. On a réouvert un dossier qui était vieux de 1996.
En 96, il y a un homme de 23 ans qui avait été porté disparu. On supposait qu'il était parti en motoneige et à un endroit spécifique sur le lac, il y avait une section où l'eau était claire. Donc, on avait une idée que l'individu pouvait se trouver là. Par contre, nos recherches à l'aide de plongeurs à l'époque étaient peut-être moins développées. Et là, la technologie nous a permis de retourner sur place avec les plongeurs de la Sûreté du Québec et le sonore latéral. Et le sonore latéral, c'est une torpille qui était installée sous le bateau avec une corde. C'est environ là, quelques centimètres ou quelques pouces plus haut que le fond. Et ça reproduit une image du fond marin. Et ça nous permet, en haut dans le bateau, de voir à quoi ça ressemble. Ça veut dire que c'est un outil qui devient indispensable à ce moment-là. C'est un outil qui est bien pratique pour nous autres. Qui est pratique. Alors, on va revenir sur ça parce que j'aurais d'autres questions, mais le temps nous manque. Alors, Marie-Josée, merci beaucoup. Puis, on va se revoir certainement d'ici au printemps parce que là, on va parler de VTT, on va parler de bateaux, on va parler de beaucoup d'autres sujets. Il y avait le déneigement auto aussi qu'on voulait marquer. Déneigez-les, s'il vous plaît. Il y a peut-être des amendes sur ça. On n'a pas le temps d'en parler. Fait que on va se reprendre sûrement au printemps. Et je vous remercie beaucoup, Marie-Josée. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci. Non, on passe une courte pause et on revient immédiatement. Il reste avec nous. Le club quad Abitibi-Ouest Bay James est bien vivant. Plutôt tranquille durant la période hivernale, il entend bien reprendre le collier avec la saison printanière. Alors, pour nous en parler, je reçois un des directeurs de ce club, M. Gérard Labrec. M. Labrec, bonsoir. Bonsoir. M. Labrec, on parlait de l'hiver. D'abord, Abitibi-Ouest Bay James, parce que ça, c'est à souligner. Vous faites partie aussi de Bay James. Cette année, à partir de cette année, le mot Bay James est enlevé. Ah, il est enlevé. À partir de 2009. À partir de 2009. Ah, OK. Alors, ce sera seulement que Abitibi-Ouest. C'est ça. Parce que eux autres, à la région 10, ils ont déjà un club. OK. Qui fait partie de la région 10. Il y a 5 clubs, eux autres, dans leur région. Alors, nous autres, on a enlevé le mot Bay James. OK. C'est l'association quoi d'Abitibi-Ouest maintenant. L'hiver, c'est tranquille. L'hiver, le club existe, oui, c'est sûr. Non, mais c'est que vous n'avez aucune activité l'hiver? Aucune activité l'hiver. Juste... Parce qu'on n'a pas de sentier d'hiver, on n'est pas 4 saisons. Ah, OK. C'est bon. Fait que ça veut dire que tout ça va reprendre au cours du printemps 2009. Du 1er mai au 30 octobre, c'est notre saison régulière. Ah, OK. Si on parlait un peu de la saison de l'an dernier, saison 2008, quelle sorte de saison vous avez eu? Est-ce que c'est à la satisfaction des membres, à la satisfaction du bureau de direction? Est-ce que ça a bien été? Oui, ça a très bien été. Nous avons augmenté notre membership. OK. Nous étions rendus à 139 membres. Alors, c'est une très grosse année. On a beaucoup d'activités. Les gens participent de plus en plus. D'ailleurs, lors de la soirée de clôture, nous avons eu tout près de 90 personnes. Ah oui, OK. Oui. C'est quoi pas les lois, mais je veux dire, quand on parle de quad, très souvent, parce que je vais faire une émission bientôt, moi, là, au printemps, là, avec la Sûreté du Québec, pour bien expliquer là, qu'est-ce qu'on a droit et qu'est-ce que l'on n'a pas droit. Est-ce que vos membres, c'est sûr que vos membres sont en loi et vos membres sont en règle, je suis certain qu'ils ne peuvent pas faire partie de leur association, comme par exemple s'ils n'ont pas d'assurance ou des choses de même. Vous êtes toujours en loi, sauf que les fameux casques sont obligatoires. Être 2 sur un VTT, est-ce que c'est permis? Alors, le casque est obligatoire en tout temps. OK. Si la personne a une visière après son casque, ça va. S'il n'a pas de visière, ça prend des lunettes. Ah, OK. Et il faut avoir aussi un habillement là, convenable pour ça. Tu ne te promènes pas en culotte courte ou en slagoon pedo, qu'on appelle ces choses-là. Et deuxièmement, vous m'avez parlé de... Mais je veux dire, c'est les gens à 2 sur le VTT? Oui. Depuis le 1er novembre dernier, la Fédération, avec le ministère des Transports, ont statué que maintenant, le VTT, avec un siège rapporté, était légal. Était légal. Est-ce qu'il va être légal seulement en sentier?
les nouvelles parties de réglementation vont sortir bientôt. Alors, maintenant, il sort un deuxième VTT avec lui, il est régulier. Donc, il est régulier avec siège double. Avec siège double, ces choses-là. C'est pour ça que je vais en parler avec la Sûreté du Québec pour bien établir les règles, les règlements sur ça, pour que tout le monde soit bien au courant. Les cartes de membres annuelles, actuellement, elles sont en vente? Les cartes de membres, elles sont en vente au montant de 160 $ et les cartes pour la saison été est de 100 $. OK. Carte obligatoire pour faire partie c'est-à-dire pour avoir accès au sentier. Avoir accès au sentier à la grandeur de la province de Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Alors, on peut circuler maintenant dans ces deux provinces-là parce qu'il y a eu des ententes avec la Fédération Quad du Québec avec chacune des associations des autres provinces. Si on parlait du calendrier des activités là, qui vont venir partir du mois de mai prochain. Oui, alors nous avons, à tous les mois, nous avons au moins une sortie programmée. OK. Alors, si je regarde, le 26 avril, on fait une porte ouverte. Alors, ceux qui sont membres, non membres, ces choses-là. Alors, cette année, on va aller bruncher à Normétal, un restaurant à Normétal. OK. Le dimanche, le 23 mai, on fait des dimanches et des samedis pour permettre qu'il y ait des gens qui travaillent le samedi, là, que le dimanche, pour qu'ils soient plus libres. Alors, on a une pêche en Ontario, à East, en Ontario, qu'on appelle Mace aussi, là. Okay. Alors, on part normalement vers 9 h le matin et on revient dans l'après-midi, on dîne là, on se mène un lunch. Ensuite de ça, cette année, on a regardé pour aller à Wawagozik, le lac de Wawagozik. Okay. Là, on va partir de Villebois parce que ça donne quand même une très bonne randonnée. Ensuite, samedi, le 11 juillet, on va souper au restaurant Le Poste en montant vers Val-Saint-Gilles, mais en montant vers Villebois. Encore là, c'est une porte ouverte. Alors, pour donner une chance à d'autres gens de venir voir comment que ça se passe disons, lorsqu'on fait nos randonnées. Au mois d'août, on va bruncher au restaurant au Chalet Couchant Pierreval. OK. Ensuite de ça, samedi le 5 septembre, nous allons au Mont-Chaudron. Donc, on va partir du Lac-Danse. Okay. Lac-Danse, sur l'autre côté de Louvicourt. Sur la route Victoire 88. C'est ça. Et après ça, du samedi le 24 octobre, on retourne à Normétal. Normalement, au mois d'octobre, fin octobre, il y a toujours de la neige. Et c'est plaisant, à un moment donné, d'aller faire un tour là-bas. Okay. Alors, on y va en soirée. Alors, le départ est de 19 h à la Sarre. Et samedi, le 7 novembre, c'est notre soirée de clôture. C'est la soirée de clôture. Donc, les activités commencent, il va y avoir une porte ouverte en avril, mais les vraies activités, je parle d'activités physiques, ce sont à partir du 23 mai qui vont aller jusqu'au 7 novembre prochain. C'est ça. Du bénévolat, très vitement, il reste une minute environ. Oui. Du bénévolat, ça en prend beaucoup? Il y en a... Du bénévolat, on a beaucoup de temps, beaucoup d'heures et beaucoup de déplacements. Tous les membres du CA participent, font du bénévolat, vont sur le terrain, nettoyer le bout des ponceaux, des fameux castors. Ah oui, exactement. Ensuite de ça, bien, ils ne chôment pas, eux autres. Non. On a beaucoup de signalisation aussi. Alors, il faut faire que nos sentiers soient bien balisés, bien signalisés, afin que les gens qui vont se promener puissent partir, mais aussi revenir. Mais aussi revenir, parce que c'est quand même important. Alors, M. Labrec, merci beaucoup. Et puis, bonne saison de quad à vous et à vos membres également. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.